Ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro d'Entre nous soit dit, le deuxième, avec un nouvel invité, un invité que je suis honorée de recevoir sur le plateau de Tandem TV, un homme de savoir, un homme de transmission, un homme d'enseignement, un éducateur fan de déguisement, adulé par ses élèves, un rabbin, fils de grand rabbin. J'ai l'honneur d'accueillir le Rav Eli Kling. Bonsoir Kling. Bonsoir Galit. Comment allez-vous? Eh bien ça va bien. Écoutez, moi je suis ravie de vous avoir ce gentil. soir. Alors, on va discuter, on va échanger. J'ai plein de sujets dans mes tiroirs pour vous. Mais en préambule, permettez-moi, si vous voulez bien Rav Kling, de rappeler à nos téléspectateurs que ce soir, nous allons, vous et moi, traiter de sujets d'actualité, de sujets politiques, avec notre sensibilité, chacun la sienne, mais que notre chaîne Tandem TV n'a pas vocation à devenir une chaîne partisane et que toutes les sensibilités peuvent et doivent s'exprimer sur notre antenne. D'ailleurs, ce soir, il me semble que ça sera un petit peu le cas entre nous. Alors, vous me permettez de faire une rapide présentation? Mais je vous en prie, faites comme chez vous. Qui ne vous connaissent pas. Alors, né à Lyon, fils de Jean et Esther Kling, figure incontournable du judaïsme français de la deuxième partie du XXe siècle. Lui, grand rabbin de Lyon et puis de Nice. Et elle, votre maman, grande dame à qui vous rendez hommage assez régulièrement. J'ai pu lire des textes qui m'ont, moi, beaucoup touchée de manière vraiment très émouvante. Alors, vous faites votre alia en 1984, jeune homme. Non, marié. Oui, femme, avec mais femme jeune. et enfant, mais jeune. Un jeune homme, marié. L'accent est sur le mot jeune. Voilà, c'est ça, l'accent était sur le mot jeune. Très bien, oui. Donc, jeune homme avec femme, enfant déjà? 1 et demi. Une et demie. D'accord. Et donc après, les autres, les 5 autres, donc, sont nés ici. Les 5 autres sont nés ici, oui. Donc, vous avez étudié à l'Yeshiva de Montreux, en Suisse. Vous avez secondé le Rav Bochko dans la Yeshiva Etzraïm, qu'il avait monté dans la région parisienne. Dans les Yvelines, oui. Et puis, vous faites votre alia donc directement Kfar Maïmon, où vous êtes toujours aujourd'hui. Oui, je suis assez conservateur, moi. Oui, mais c'était... Et dans les lieux, et dans l'occupation aussi, finalement. Alors, Kfar Maïmon, frontière de Gaza, pas loin de Gaza, pas loin de Gush Katif. Oui. Ça, c'était un de vos combats dont on parlera peut-être. Et en 1995, vous créez la section francophone pour filles de Chemdat Adarom. Alors, Chemdat Adarom, c'est finalement votre activité principale depuis. Mais j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. On vous voit des fois aller en France, recruter des jeunes filles. Racontez-nous un petit peu ce que c'est Chemdat Adarom. Chemdat, c'est d'abord un établissement israélien de ce qu'on appelle Archarat Morot, c'est-à-dire on forme. Voilà, la vocation, c'est de former des enseignants. Des enseignants d'ailleurs dans tous les groupes d'âge, c'est-à-dire depuis jardin d'enfants jusque dans les collèges et lycées. Donc chez nous, on peut avoir le Toar Rishon, donc la licence, et même la maîtrise, dans tous les domaines plus ou moins qui sont liés à l'éducation. Y compris, pour filles, mais depuis quelques années pour garçons également. Bon, les garçons ne viennent pas sur le campus au moment où les filles y sont, mais on arrive finalement à faire à la fois la formation pour les hommes et à la fois pour les jeunes filles. Et donc, vous savez comment ça se passe en Israël, ça dure 4 ans, voilà. Et ensuite, elles sortent avec un diplôme. Ça, c'est le côté israélien. Maintenant, à l'intérieur de ce campus israélien, qui est situé à côté de Netivot, donc pas très loin de Baba Salé. Donc là-bas, on a créé, depuis le début en fait, ça fait maintenant 27 ans, on a créé une section francophone pour des jeunes filles qui, après le bac, voudraient faire une année en Israël pour approfondir leur identité juive, pour mieux connaître l'hébreu, etc. C'est pas vraiment un séminaire, parce qu'un séminaire, pour que les mots aient un sens, un séminaire, c'est un endroit où on étudie du Kodesh, du matin jusqu'au soir pratiquement. Chez nous, on met beaucoup l'accent sur l'intégration également. Donc une jeune fille qui viendrait chez nous, c'est une jeune fille qui est motivée à la fois pour le Kodesh, bien sûr, mais également pour l'ivrite. Chez nous, on fait 3 matinées par semaine d'Ulpan. C'est un Ulpan officiel du ministère de l'Éducation nationale, etc., à plusieurs niveaux. Donc c'est vraiment des filles qui veulent à la... D'ailleurs, on appelle ça Mechina Toranit, on n'appelle pas ça séminaire pour ne pas tromper les gens. Mechina, donc année préparatoire universitaire, et en même temps avec la Torah. Il y a bien entendu également les psychométriques, comme une préparation de tests psychométriques. Donc vous, votre
objectif affiché, c'est qu'elles restent finalement. On aimerait bien qu'elles restent toutes. Elles viennent toutes directement de France ou elles sont déjà là en général? Non, 99% viennent de France ou alors de pays francophones. Cette année, par exemple, on a très curieusement une jeune fille qui vient de Los Angeles et une autre qui vient de Milan et une troisième qui vient de Casablanca. C'est rigolo. Oui, c'est alors très Casablanca, je comprends, mais Milan et Los Angeles. Oui, alors moi-même, j'ai du mal à comprendre. Non, Milan, sa sœur était chez nous il y a longtemps et Los Angeles, c'est très émouvant cette histoire de Los Angeles parce que sa maman était une ancienne de Khemdat Addarom. Ah oui. C'est la première fois que ça m'arrive en fait. Et donc, ça rajeunit pas. Non. Alors au début, on est très ému. On se dit tiens, la fille d'une ancienne vient s'inscrire. Et puis quand on raccroche le téléphone, on se dit quand même, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc moi, j'ai pris la décision que s'il y en a une qui m'appelle demain, qui me dit ma petite fille voudrait s'inscrire chez toi, à ce moment-là, je démissionne sur le coup. Vous prenez votre retraite. Le retraite quand même. Ah ça y est, ça sera bon. Non mais ça fait plaisir. Ça fait 27 ans. Ça veut dire il y a plusieurs centaines, il y a 750, on a fait. Alors, il y en a combien par Marzor Ça dépend. On est déjà arrivé au maximum, c'était 45. D'accord. Le premier Marzor, on était 9. Là, aujourd'hui, on est 25 cette année. Alors, ce qui est particulier, c'est que finalement, Khemdat Addarom, quand on s'intéresse un petit peu sur les réseaux sociaux, quand on reçoit votre newsletter, etc., c'est vous. Khemdat Addarom, c'est vraiment vous incarnez cette Mechina toranique pour filles, puisqu'on vous voit déguiser, faire le clown, partir avec elle en tioul, enfin vraiment. Ça m'embête d'ailleurs. Et moi, je vous ai vu à des mariages de jeunes filles de Khemdat Addarom, et vous êtes une star. Non, c'est-à-dire, les mariages, pour moi, c'est très important. Non pas que je suis très mauvais dans les shidduchim, c'est-à-dire, j'arrive, en général, je tombe à côté chaque fois, donc c'est pas, j'évite. Par contre, quand il y en a une qui se marie en Israël, si je suis en Israël, je me fais un point d'honneur de participer parce que, à la fois, par respect pour elle, finalement, pour montrer qu'on la suit, et c'est pas juste une première année, et puis parce que c'est un grand kiff. En fait, c'est un grand kiff. Ce que je voulais dire par là, c'est que ce qui est notable, ce qui est admirable même, c'est que finalement, même après, une fois qu'elles ont quitté, vous restez un personnage important dans leur parcours. Oui, peut-être pas pour tout le monde, pas pour toutes, mais pour beaucoup d'entre elles. Ouais. Ah oui. Ouais, je fais partie des différents groupes WhatsApp, j'ai plein de groupes WhatsApp de différentes Marzorim. Alors, c'est intéressant de voir ce que chacune est devenue, c'est intéressant de voir qu'elles se sont construites, qu'elles ont fondé un foyer ici en Israël, qu'elles ont trouvé une situation, enfin tout ça c'est... Parce qu'en général, je veux dire, dans le métier d'éducation, il y a quelque chose de très frustrant, c'est que les fruits du travail, on les voit en général très peu ou alors très loin. Quelqu'un te dit, ah, il y a 20 ans, j'ai entendu un cours, ça m'a beaucoup marqué, etc. Et tu es très content, mais ça arrive 3 fois dans la vie, quoi. Tandis que là, sans doute parce qu'elles viennent de très loin, finalement, géographiquement, et également au niveau de la mentalité, etc. Sans doute parce que c'est la première fois qu'elles quittent le cocon familial. Et sans doute aussi parce qu'il y a quelque chose de la Khemdat qui fait qu'elles se sentent bien dès la première journée. Alors c'est vrai qu'on voit l'évolution très rapidement. Donc on voit à quel point elles se défrancisent petit à petit, s'israélinisent. Et ça, c'est votre succès finalement. Et ça, on est assez fiers de ça. Ouais, bon, alors c'est très bien, Khemdat Addarom, mais moi je vous avoue que je vous ai invité ce soir. Pour autre chose. Alors, pas pour autre chose, pour parler, pour discuter aussi avec vous, mais parce que votre avis et votre point de vue sur le contexte politique actuel en Israël m'intéresse beaucoup. Je vous lis, je vous suis. Vous êtes a priori un homme, on est d'accord? Jusque-là, ça va. Jusque-là. Un sioniste religieux. Aussi. Engagé depuis longtemps à droite. Oui. Vous avez été longtemps au Likoud, même fan de Bibi, d'après des textes que j'ai pu lire à droite à gauche. J'étais fan de Bibi, comme je suppose la plupart de gens de droite dans le pays, à un moment ou à un autre. Mais vraiment fan, disons, c'est en 96, lorsqu'il s'est présenté pour la première fois, et que on sentait bien à ce moment-là, c'était juste après les accords d'Oslo, et après l'assassinat de Rabin. Donc on sentait bien que le pays était en train de basculer. C'est ou tout à gauche, ou alors on essaye. Difficilement, on était conscient que ce ne serait pas facile de freiner un petit peu cette course vers la folie. Mais c'était un peu inattendu qu'il soit élu à ce moment-là. C'était très inattendu. Je sais pas, vous vous rappelez certainement de cette fameuse nuit. Alors moi, j'étais pas là encore. On n'était pas encore là. C'était une nuit très particulière. Bon, moi, j'avais passé toute la journée, la veille, à faire le vrai militant, quoi. J'étais à Beersheba, j'amenais les vieux pour aller voter, etc., etc. Et c'est vrai, ça venait après toute une période de manif. Enfin, c'était Oslo. Donc Oslo, ici, c'était très spécial. Donc voilà. Alors pourtant,
pour autant, vous prenez position régulièrement pour la coalition actuelle qui est au pouvoir, dont font partie des partis carrément antisionistes, comme les islamistes d'Erham, issus des Frères musulmans, et le parti Meretz, que moi, personnellement, je considère comme post-sioniste. Après, chacun son opinion. Mais, alors... Je suis d'accord avec la définition, c'est en effet du post-sionisme. C'est plus... Alors, moi, je suis contente à la rigueur, à la Voda, à la rigueur. Ça, c'est du gauche. La gauche de la gauche classique, traditionnelle, même si aujourd'hui, elle se radicalise beaucoup à gauche. Elle est de plus en plus assioniste aussi. Oui, parce que finalement, il reste plus de... J'avais envie de dire encore, hein, c'est mes reliques françaises qui restent, la gauche républicaine, comme elle a pu l'être avec ses dirigeants historiques. Alors, moi, j'aimerais bien que vous me disiez quel a été votre cheminement pour arriver à quand même soutenir aujourd'hui cette coalition. Ce n'est pas vraiment un soutien, c'est plutôt arriver à se dire, finalement, donnons une chance, voyons ce que ça donne. Et sachant très bien tout le risque que ce genre de gouvernement peut amener avec lui, mais sachant aussi, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Ça fait pas si longtemps, donc on va être d'accord là-dessus, j'espère, sur les faits. C'est pas que Naftali Bennett un jour s'est dit tiens, si j'avais fait une coalition avec l'extrême droite, l'extrême gauche, avec les frères musulmans, et il s'est pas levé un beau matin en disant c'est ça que je veux faire dans la vie. Il a toujours dit qu'il postulerait au poste de Premier ministre dès que Bibi ne sera plus en place, ça il a toujours dit. Mais je suis persuadé que même, et là je sais qu'il y a certains commentateurs politiques qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je suis persuadé qu'au départ, en tout cas, ce n'est pas ce genre de gouvernement qu'il voulait faire. Je l'ai soutenu avant les élections pour toutes sortes de raisons, sur lesquelles on peut, si vous voulez, discuter. Et puis, c'est vrai que si j'avais su que c'était ce gouvernement qui sortirait des urnes finalement, j'aurais sans doute pas voté pour lui et je n'aurais pas non plus appelé à voter pour lui. Mais finalement, vous avez décidé de leur donner une chance. Alors c'est ça justement, je parlais dans un dernier article que j'ai écrit, je parlais du côté... Très intéressant, de la nuance. De la nuance et de la perte de nuance qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est évident, donc voilà. Mais également, quand on discute, moi j'habite un village, Kfar Maimon, qui est lui aussi sioniste religieux, en tout cas déclaré, et là aussi c'est de plus en plus difficile de discuter sans virer tout d'un coup dans l'extrémisme, que ce soit dans les termes utilisés ou que ce soit dans l'analyse politique également. Oui, mais justement, alors par rapport à ce texte que j'ai lu très attentivement, parce que je lis vraiment tous vos textes, c'est passionnant même quand on n'est pas d'accord avec vous, vous écrivez, dans ce texte, vous avez écrit qu'on ne devrait pas avoir à se définir dans un camp ou dans un autre, puisque vous prenez la nuance, et vous dites qu'on confond aujourd'hui souvent la nuance avec un manque de conviction ou d'idéologie. Parce qu'on confond, je veux dire, on confond le monde politique avec le monde des idées. Et je ne dis pas que être politique, faire de la politique, c'est abandonner ses idées, évidemment. Bien au contraire, un homme politique est censé essayer de véhiculer ses idées et les mettre en application. Mais la politique, ça veut dire faire ce qu'on peut dans la situation X. Et ce n'est pas faire ce qu'on voudrait dans une situation idéale. Et beaucoup oublient cela. Et donc, à partir du moment où quelqu'un fait une coalition avec des partis, surtout dans le système que nous connaissons aujourd'hui en Israël. Donc, fait une coalition avec des partis qui ne sont pas des partis qui sont de son propre camp, comme c'est arrivé d'ailleurs avec Netanyahou pendant très longtemps, mais pas seulement, c'est des deux côtés. Bien sûr. Alors, on a souvent l'impression, ceux qui prônent l'idéologie pure et dure, de dire, voilà, il a laissé tomber ses convictions, il fait des concessions, il n'est plus exactement ce qu'il était. Cette fameuse phrase de Sharon, ce qu'on voit ici, on ne voit pas là-bas, ou ce qu'on voit là-bas, on ne voit plus ici, etc. Et qui est reprise après, voilà, exactement. Alors que la vérité, quand tu juges un politicien, et moi je l'ai toujours fait de cette manière-là, quel que soit le politicien qui était à la tête du pays, il faut le juger en fonction des possibilités qu'il avait en face de lui, et pas obligatoirement en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'était pas le gouvernement idéal pour aucun de ceux qui ont voté, à mon avis, pour Yamina. Et je suis persuadé, même si je suis peut-être un peu naïf, mais connaissant un petit peu Bennett et Shaked surtout, depuis quelque temps, je pense qu'eux aussi, pour eux, ce n'était pas le gouvernement qu'ils souhaitaient. Alors bien sûr, ce n'était pas le gouvernement qu'ils souhaitaient. On a entendu parler des maux de ventre, etc., à souhait d'Ayelet Shaked. Ouais. Mais certainement qu'ils en ont eu. Mais par contre, quelle est la ligne rouge? Parce que là, je suis d'accord avec ce que vous dites. On n'est plus dupe aujourd'hui, justement, aussi
avec toute cette exposition dans les réseaux sociaux où, où le public est informé de tout le temps en permanence, les chaînes info, etc. Pas toujours des choses réelles. Certainement pas toujours des choses réelles, mais aussi parfois des choses réelles. Oui. Mais ce qui est, par contre, ce que vous m'accorderez, ce qui est réel finalement, c'est, on sait très bien que quand un politicien ou un parti fait campagne, il fait des promesses, d'accord, de campagne, qu'il ne tient en général jamais, ou rarement, d'accord. Certaines, oui, bon, mais rarement. Par contre, on n'a jamais vu un parti faire campagne dans un camp, c'est-à-dire que, en tout cas pour les francophones, hein, c'était voter Bennett, c'est renforcer Bibi sur sa droite, renforcer le Likoud, hein, parce qu'on va arrêter de personnaliser le Likoud avec Bibi, mais c'est renforcer le Likoud sur sa droite, et annoncer qu'on va faire que c'est une coalition et que ça devient un parti qui va prendre 10 degrés à droite, et finalement s'allier pour faire une coalition aux post-sionistes et aux anti-sionistes. Oui, mais encore une fois, vous présentez les choses comme si, après les élections, les résultats des élections étaient tels que si Bennett avait simplement dit « je vais avec Bibi », il aurait eu les 61 au moins, et que en trahissant sa parole de manière effrontée, il a dit non, j'ai le choix entre les deux, mais je vais quand même avec cela. C'est pas le cas. Alors c'était j'ai le choix entre ça ou être Premier ministre finalement. Non, c'était le choix entre. Est-ce que là l'ambition personnelle elle n'est pas à prendre en compte? Je ne connais pas de politique qui n'a pas d'ambition personnelle. Bien sûr. Donc je ne serais pas naïf au point de penser qu'il n'en avait pas. Oh, mais quelle est la ligne rouge? Alors on va parler de la ligne rouge bien sûr, mais ce que je veux dire simplement c'est rappeler, et c'est assez ennuyeux qu'on soit obligé de rappeler des événements qui se sont produits il y a finalement 6 mois, pas plus, quoi. Donc ça devrait être encore très présent à l'esprit de tous ceux qui nous entendent. Ce qui s'est passé, c'est que Bennett, juste après les élections, a dit « mon parti », je crois qu'il avait 7 finalement députés, « mon parti se met au service de la droite, que Bibi amène les 2 autres qui manquaient pour faire les 61, et voilà. » Et moi, quand j'ai appelé à voter Bennett, c'était évidemment ça que j'espérais. Et je voyais Bennett reprendre sa place de ministre de la Défense, qui, moi, en tant que quelqu'un qui habite proche de Gaza, excellent ministre de la Défense. Je pensais que c'était un excellent ministre de la Défense. Excellent ministre de la Défense. Et qu'aujourd'hui encore également, d'ailleurs, ça fait maintenant, je crois, 3 mois qu'on n'a plus de Hazakot. J'espère, j'espère que ça va continuer longtemps, j'en sais rien. Je ne peux pas tout mettre non plus au crédit de Ben, mais je pense que, par exemple, la manière qu'il a de réagir à chaque ballon, etc., et de rien laisser passer, ça jouait. Et donc, moi, ce que je voulais, c'est que Bibi soit Premier ministre, que lui soit ministre de la Défense, que Shaked retrouve sa place de ministre de Mishpatim. Je pense qu'elle avait fait un très bon boulot également là-bas. Et je pense qu'eux aussi pensaient ça. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de gens qui lui prêtent des idées machiavéliques. Je pense qu'eux aussi pensaient ça au départ, en disant ça c'est le plan A. Ce qui s'est passé, c'est que c'était impossible. Et là, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi dans cette analyse. On ne va pas non plus refaire tout ce qui s'est passé, l'histoire. Ouais. Mais je n'ai jamais cru, à aucun moment, ça a duré quand même des semaines et même des mois, cette tractation. Je n'ai jamais cru qu'il y avait en potentiel deux députés qui iraient trahir et passer de l'autre côté. Jamais. Et les élections se répétaient avec la même chose. Avec les mêmes scénarios et les mêmes résultats. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Sarr et Bibi, j'en sais rien. Mais enfin, ce bonhomme a été tellement action, tellement têtu. Je sais de première source combien d'heures Ayelet Shaked a passé avec lui après les résultats pour essayer de lui dire « Bon, ça va maintenant, viens, on ne va quand même pas aller faire un gouvernement de trucs. » Et il ne bougeait pas. Et donc, ce que je suis en train d'essayer d'expliquer à nouveau, c'est que le choix n'était pas entre faire une coalition de droite ou faire une coalition de gauche. Le choix était entre faire la coalition qu'on a aujourd'hui et retourner aux urnes. Et maintenant, la grande discussion que j'ai avec mes amis, c'est qu'est-ce qui est pire? Et moi, je pense, et si vous voulez, je peux vous expliquer, mais moi, je pense que retourner aux urnes une 5e fois, c'est la pire des choses qu'un citoyen israélien pouvait espérer pour son pays, dans plein de domaines. Et on a l'impression, quelquefois, on dit, bon, ok, il n'y aurait pas eu de budget, bon, ça va, on a tenu 2 ans sans budget, on peut tenir 3 ans, 4 ans sans budget. Non, les gens ne se rendent pas compte qu'un manque de budget en Israël, ce n'est pas un truc qui intéresse qu'une certaine élite, etc. Je peux vous raconter des trucs personnels qui me sont arrivés parce qu'il n'y avait pas de budget ou qui sont arrivés à mes amis. J'ai un ami qui a une sorte d'école de formation de rabbin communautaire, un type droit comme une règle, il n'a jamais fait un truc de travers, et qui me dit, les larmes aux yeux, il me dit, donc c'était avant la formation au gouvernement, il me dit, je suis en train de travailler avec un budget de 2016,
c'est absolument impossible. Je suis obligé de tricher, je suis obligé de faire croire qu'un tel est inscrit alors qu'il ne l'est pas, etc. Ça ne m'est jamais arrivé. On ne comprend pas à quel point un manque de budget. Un manque de budget, ça veut dire qu'on n'aurait pas pu donner plus de fric au Khayalim aujourd'hui, ce qui est passé. Oui, ça avait été fait même sans le budget. Mais le budget, c'était un roc. On n'a pas le droit. Ou alors on fait des trucs derrière le dos. Non, c'est une loi, je suis d'accord. Mais ce n'est pas ça le budget. Disons que le balagan, le chaos dans lequel on était depuis maintenant 4 élections, et en plus, les 5e élections, la seule chose qui était pratiquement sûre, c'est que si on fait les 5e, on fera des 6e. Exactement. Et donc voilà le choix qui était avec le recul. Alors, moi, vous me donnez votre avis, et c'est parfait, c'est pour ça que vous êtes là. Ouais. Mais ceci dit, si le peuple aujourd'hui, un peuple qui vote à droite, à majorité, qui est à majorité à droite, se retrouve aujourd'hui, par la faute de Yamina, de Bennett, de Chaquette, parce que, effectivement, vous dites qu'ils n'avaient pas le choix, je suis d'accord avec vous, parce que sinon c'était encore des élections, et je suis encore d'accord avec vous, mais on se retrouve aujourd'hui avec un parti islamiste, issu des frères musulmans, c'est pas un petit parti islamiste, c'est un vrai parti c'est les frères du Hamas, c'est le Hamas au gouvernement, et c'est pas le Hamas pas dans au gouvernement, mais presque. Ah non, c'est dans le gouvernement. Disons, bon, ça change pas grand-chose. Non, mais parce que disons que le gouvernement, la coalition dépend de lui. Non, mais parce que c'est pas quelqu'un qui va soutenir le gouvernement de l'extérieur. Il est à l'intérieur. Toutes les décisions se prennent avec eux. Ils ont des commissions au sein de la Knesset et on voit aujourd'hui à la Knesset... Ils ont des commissions au sein de la Knesset. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Lui-même. Non, c'est pas vrai. Il y a des Arabes. Non, pas des partis arabes. Il y a des Arabes qui ont été à la tête de certaines commissions de la Knesset, même la commission de l'intérieur une fois, il y a quelques années. Mais c'était un député arabe issu de Avoda. Non, mais issu de Avoda. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que les conceptions ne sont pas si éloignées finalement. Bien sûr. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, la ligne rouge, c'était ça. C'est impossible. Et en plus de dépendre d'eux, on se tient par la barbichette là. Tu me fais passer ça. Et on voit des choses quand même qui sont assez aberrantes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis sûre qu'avec le recul, si on fait un référendum, on demande au peuple. Qu'est-ce que vous préférez? 6e, 7e, 10e élection, avec ce que ça coûte. Parce que vous parliez de chaos tout à l'heure. Pour moi, le chaos, il est aujourd'hui. Parce que vous dites que c'est peut-être au crédit du Premier ministre, au crédit du ministre de la Défense, je ne sais pas, que c'est plus ou moins calme du côté, dans ma région, c'est sûr. Du côté de Gaza. Ouais. Mais par contre, en Israël, c'est le chaos aujourd'hui. Le chaos. C'est le chaos. Non, je ne suis pas d'accord non plus avec ça. C'est-à-dire, il y a deux choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Premièrement, je ne sais pas très bien ce que penseraient les Israéliens si on fait un référendum. Si vraiment la majorité des Israéliens penserait qu'il vaut mieux un 9e ou un 10e élection que ce qu'on est en train de vivre maintenant, je ne suis pas dans la majorité des Israéliens. À ce moment-là, j'appartiens à une minorité qui pense que certainement pas. Et ça provient du fait que je n'ai pas la même analyse de ce qui se passe aujourd'hui. Je trouve en effet qu'on a franchi plusieurs lignes rouges. Et d'ailleurs, ce qui m'inquiète le plus, pour vous dire franchement, c'est même pas la dépendance qu'on a de Abbas, parce que je pense qu'Abbas est assez allégeant pour lui-même pour savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. Et c'est ce qu'il montre pour l'instant. C'est-à-dire, pour l'instant, ce qu'il demande sont des choses qui peuvent encore passer, on peut en parler. Ce n'est pas des choses qui sont dramatiques. Il ne nous a pas empêché, justement, puisqu'on parle de ça, de faire un certain nombre d'actions. Vous savez que toutes les semaines, on entend par des sources extérieures qu'on attaque au Liban, qu'on attaque en Syrie, qu'il y a quelque chose qui explose en Iran, etc. C'est des décisions gouvernementales. Abbas est au courant, il ne dit rien. Il sait pourquoi il ne dit rien. Pas par amour du sionisme, mais parce qu'il sait que c'est son intérêt également. Donc, pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas si ça va durer. Je suis d'accord avec vous qu'il faut placer une ligne rouge quelque part. Mais vous dites qu'il y en a plusieurs qui ont été franchies. Ce que je dis, ça a été franchi au niveau de déclaratif. Je ne vois pas des lignes rouges réelles qui ont été franchies au niveau de l'action gouvernementale. Il y a en effet des lignes rouges qui ont été franchies au niveau déclaratif. Par exemple, le fait qu'un parti de 7 ou 6 députés puisse penser que son chef serait chef de gouvernement, pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale. J'apprécie Bennett, comme vous avez pu le comprendre, mais je trouve qu'au niveau démocratique, cette situation est scandaleuse. C'est scandaleux également, et c'est ça que j'étais en train d'essayer de dire tout à l'heure, ce qui me fait le plus peur, c'est même pas tellement le rôle de Havas, qui pour l'instant, à mon avis, est encore contrôlé, mais ce qui me fait le plus peur, c'est la rotation prévue, parce que je vais me faire peut-être quelques ennemis supplémentaires, mais ce ministre des Affaires étrangères me semble le bonhomme le moins placé pour pouvoir
diriger un pays comme Israël. Il a aucune formation pour cela, ni militaire, ni intellectuelle. Enfin, tout le monde sait bien d'où il vient, ce qu'il a fait, etc. On aurait pu croire qu'avec le temps, se frottant à la politique, aux hommes politiques plus ou moins intelligents et plus ou moins expérimentés, certainement plus intelligents et plus expérimentés que lui, il apprendrait un certain nombre de choses. Or, chaque fois qu'il ouvre la bouche, j'ai peur de voir quelle stupidité il va encore. Et je ne vois vraiment pas comment est-ce que l'État d'Israël va pouvoir vivre 2 ans, comme c'est prévu dans les accords de coalition, avec Yair Lapid, puisque c'est de lui que je parle, à la tête du pays. Ça me fait très peur, j'en dors pas la nuit. Il y a d'autres choses qui m'énervent énormément. La déclaration de tel ministre de gauche sur les mitnachalim, mais ça reste déclaratif. Les lignes rouges qui ont été franchies, c'est qu'un parti de 6 ou 7 députés puisse devenir chef de gouvernement, qu'on soit dépendant malgré tout, même si pour l'instant c'est encore contrôlable, qu'on soit dépendant d'un parti islamiste, et de faire une rotation avec quelqu'un qui n'en a pas apparemment, enfin visiblement les épaules. Ça, c'est des lignes qui ont été franchies. Et les autres lignes qui sont plus ou moins franchies, c'est les déclarations d'une telle ou d'un tel, etc. Mais encore une fois, pourquoi je continue malgré tout? Voilà, c'est ça que je ne comprends pas. Parce que là, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Donc je me dis, comment est-ce qu'il arrive à la conclusion de continuer à soutenir Mais parce que contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, que c'est la fin du sionisme, que c'est la fin de l'État juif, qu'on a terminé avec l'identité juive et que j'entends des gens qui me disent en pleurant, je vais retourner, j'ai fait mon alliage, je ne sais plus pourquoi, etc. Et je pense que ces gens-là sont animés par des informations, et par une sorte d'esprit, par une sorte d'ambiance créée quelquefois par des politiciens professionnels, quelquefois par des gens qui ne sont pas politiciens professionnels mais qui croient vraiment. Et fake news sur fake news, ou alors quelquefois des news qui ne sont pas tellement fake mais qui sont exagérées à l'infini, font que les gens ont l'impression qu'au niveau de la politique, je parle de la politique, pas des déclarations d'un tel et un tel, la politique gouvernementale, le pays est à la dérive. Moi qui ai vécu ici depuis déjà plus de 30 ans, moi qui ai vécu réellement des moments de l'histoire d'Israël où on avait vraiment l'impression que ça allait à la dérive, moi qui ai vu des gouvernements qui ont expulsé des milliers d'habitants, et moi qui ai vu également qu'à Ofra, on était à Ofra récemment avec les filles de Khemdan, tout un périmètre a été viré de ses habitants et les maisons détruites pour rien, ça reste un trou béant à l'intérieur d'un village. J'ai vu tout ça, et ça pour moi, c'est vraiment des choses très graves qui mettent le pays à la dérive. Je ne vois pas quelque chose, même qui s'approche de ça pour l'instant. Il y a dans la coalition, il y a des gens qui pour l'instant tiennent bon. Vous savez pourquoi vous ne le voyez pas, Rafling? Parce que vous ne le voyez pas parce que ça a dévié. Ils ont dévié. C'est-à-dire que c'est plus sur ce que vous aviez l'habitude de voir, c'est sur d'autres choses qui sont encore plus dangereuses à mon sens. C'est de l'intérieur que ça vient. C'est-à-dire, ne serait-ce que la loi sur l'électricité, de rendre légal des habitations, des milliers d'habitations, vendre, donner aux moins offrants le Negev. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire des lois? Pourquoi est-ce qu'on cachérise? Pourquoi est-ce qu'on autorise pourquoi est-ce qu'on autorise la criminalité arabe dans nos villes et dans nos pays? Pourquoi est-ce que, moi je vous dis, je suis là depuis 17 ans. Je suis née en Israël, j'ai une longue histoire avec ce pays, mais ma dernière alia, elle a 17 ans, d'accord? Aujourd'hui, alors que pour moi c'était le pays le plus sûr du monde, où je n'avais pas peur que mes filles se promènent la nuit, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en plein Ra'anana, la semaine dernière, on a eu droit dans un chantier à un lynchage de deux poalim, de 2 ouvriers israéliens par 50 ouvriers arabes. Mais pourquoi ce que je veux vous dire, c'est que là, on a ouvert, sans s'en rendre compte, psychologiquement, une vanne, une porte. Et on n'a pas. Israël a besoin de se montrer fort. Parce qu'on a en face de nous un ennemi qui ne comprend que la force. Je suis d'accord. Je suis très, très fan de Jabotinsky avec son mur de fer. Je suis d'accord. Mais enfin, arrêtons un petit peu. Je ne veux pas vous accuser de démagogie, mais enfin. Ah, vous pouvez, c'est pas grave, non, je vous répondrai. Ça, je suis votre invité. Je vous répondrai. Au contraire, vous êtes mon invité, c'est moi qui me retiens. Je sais le conduire quand je suis chez les gens. Non, mais je veux dire, le Negev, j'y vis. Justement. Ça fait pas 6 mois que c'est le balagan. Bien sûr. Le Negev a été
Abandonné. On a abandonné complètement, la situation a pourri Oui. jusqu'au moment où on a perdu complètement le contrôle. C'est pas seulement, là vous dites à Ranana, il y a quelqu'un, mais dans le Negev, à Beersheva, les filles, dans Ne certains peuvent quartiers pas. en tout cas, ne peuvent pas sortir dehors pour aller au canyon. Il y a de manière très claire, et c'est depuis des années, des types, je ne sais plus comment on appelle ça, vous savez, qui demandent protection. La protection, oui, pour pouvoir, sinon c'est du racket. Hein, du racket, comme dans les films de trucs de... Voilà. Et ça existe. Alors, et moi qui ai mis 10 ans à avoir un e-show pour pouvoir installer une petite irida pour pouvoir inviter mes enfants dans mon petit jardin, je sais qu'à quelques kilomètres d'ici, les Bédouins se sont installés. Chaque fois que je vais à Arad pour voir mes enfants, je vois à quel point ça s'étend. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'il y a 6 mois. Maintenant, la situation étant ce qu'elle est, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Il y a 2 possibilités, pas 3. La première possibilité, c'est de faire comme si rien ne se passait, on continue à faire la politique de l'autruche, et ça ne peut qu'aller en empirant, ou alors se mettre les doigts dans la boue et dire il faut qu'on fasse quelque chose. Ce qu'on doit faire, ça doit être d'une part, de la même façon qu'on ne peut plus, même si on est très très opposé au mitnachanim aujourd'hui dans Yehuda Shomron, et vous m'excuserez la comparaison, on ne peut plus aujourd'hui, pour des raisons, même si on est de gauche, on ne peut plus penser réellement qu'on va pouvoir prendre presque millions. Ah bon, il y en a qui le pensent? Oui, non, ils ne pensent pas. Ils le disent, mais ils ne le pensent pas. Tout le monde sait que c'est absolument impossible. On a vu ce qui est passé avec 8000, c'est pas possible. Donc on sait très bien qu'il y a des situations sur le terrain qui font qu'on ne peut plus. Alors il faut trouver une situation qui permette de gérer. C'est-à-dire, par exemple, rassembler ces Bédouins qui se sont appropriés les guerres. Bien sûr. Tout ça. Il faut les forcer à se rassembler dans un certain nombre de localités, qui sont des localités ou Kamraad par exemple, où là-bas c'est chez eux, c'est leur ville. Et évidemment, à partir de ce moment-là, ils ont le droit, et nous on a le devoir de leur donner des trucs pour vivre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la loi sur le Khashmal parce que je ne la connais pas jusqu'au bout, mais il est évident qu'on va être obligé de légaliser un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas voulu si on s'était réveillé il y a 5 ans ou 6 ans ou 10 ans. Mais qu'aujourd'hui, c'est ou ça, ou tu les vires, ou tu fais comme ça, tu fais semblant que tu ne les vois pas. Mais ce que je suis en train d'essayer d'expliquer gentiment, c'est que la politique, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'art du possible. Dans l'art du possible, on ne fait pas tout ce qu'on aurait dû faire, tout ce qu'on aurait voulu faire. Et c'est vrai que ça me fait mal de voir que des gens qui ont fait illégalement, qui ont pris position de quelque part où ils n'auraient pas dû le faire, ils sont maintenant tellement nombreux qu'il n'y a plus d'autres possibilités. Qu'est-ce que vous croyez qu'on peut faire? Est-ce que vous croyez vraiment que dans la situation, pas seulement internationale, mais même interne, est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut prendre maintenant des bulldozers, des camions, des trucs, et virer des centaines et des milliers de gens qui sont installés? Non. Non, donc, pas des centaines et des milliers de gens, mais détruire des habitations qui ont été construites de manière illégale. Tous les jours, il y a des Alors habitations j'imagine, dans le Negev, mais il faut comprendre aussi, regardez, moi je m'intéresse à la politique, j'ai 3 pays où je m'intéresse à la politique, Israël, la France et les États-Unis. Et je compare avec ce qui se passe un peu en France. Et en France, il se passe à peu près la même chose que ce qui est en... Mais oui, ouais. Sauf qu'on a cet exemple de la France. Nous, on connaît en tant que Français l'exemple de la France. Et je vois mon pays, ici, qui, je pensais, avait tout compris, il n'avait rien compris, il laissait les gens faire. Non, mais regardez, quand on a de la fermeté, qu'est-ce que vous dites? Mais le problème, c'est que là, on a ouvert, comme je vous disais, on a ouvert des digues. Il y a aujourd'hui une idéologie de gauche qui s'en fiche de gommer le caractère juif du pays d'Israël. Ils veulent une Medinat Kol Ezrachea, un pays pour tous ses citoyens, d'accord? Alors que ce qui fait notre spécificité, c'est d'être la nation des Juifs du monde entier, pour les Juifs, par les Juifs. Donc, et pour l'instant, je ne le vois pas dans les faits, dans les lois. Alors justement, moi je le vois. Je vous dis pourquoi je le vois. Je vous dis pourquoi je le vois. Je le vois parce que, par exemple, je vois, depuis que ce gouvernement est en place, avant, ils le faisaient peut-être, mais pas aussi ouvertement, ils se cachaient, ils faisaient semblant d'avoir peur un petit peu de la police, de l'État, de l'autorité. Sauf que là, on a des fusillades comme on n'a jamais vu. Mais vous plaisantez. Non, mais les lynchages qui sont faits à Lod, des trucs à machin, c'était pas Bennett. Un hôpital, d'accord? Un hôpital en plein Beersheva, une fusillade dont on a entendu parler vous et moi. Ouais. Sauf que ceux qui sont coupables de cette fusillade sont arrêtés par la police, présentés à un juge,
Libéré. Mais c'est pas Bennett, ça c'est le Libéré. juge. Mais je ne vous parle pas de Bennett, je vous parle d'un esprit, mais parce que c'est un esprit. Non, pas du tout. Vous avez comparé le gouvernement. Vous avez dit, à partir du moment où le gouvernement est venu, voilà ce qui s'est passé. Le laxisme. Je vous rappelle. Le laxisme. Mais ça, c'est pas Bennett. Bennett, vous l'avez rappelé vous-même, il a 6 mandats. Il a 6 mandats, Bennett. Il ne pèse rien, même dans sa propre coalition. Disons mais là, on voit du Lapide. Lapide est déjà là. Là où vous avez peur, Lapide est déjà là. C'est pas parce que Bennett a en effet très peu de pouvoir, étant donné son statut politique, et qu'il ne peut pas se permettre de virer des ministres, par exemple, ce qui est un scandale en soi. C'est pas à cause de ça qu'on peut lui mettre sur son gouvernement ce laxisme qui, vous le savez autant que moi, est un laxisme qui dure depuis des années et qui n'est pas la conséquence d'une politique voulue ou pas voulue par le gouvernement. Le fait, les juifs, enfin les synagogues qui ont été pogromisées, c'était pas à l'époque de Bennett. Non, c'est pas à l'époque de Bennett. Cette révolte arabe, tout d'un coup, dont tout le monde fait semblant de s'étonner. Non, on ne s'étonne pas. On ne s'étonne pas. Elle se réveille. Ça n'a pas commencé avec Bennett. Donc, ça ne commence pas avec Bennett, mais elle se réveille maintenant. Moi, ce qui m'énerve dans cette histoire-là, c'est qu'il y a toujours eu des trucs terribles qui se passent dans le pays au niveau interne. Et avec les Arabes, et avec d'autres choses également. Et également avec le côté identitaire juif du pays. Sauf qu'aujourd'hui, tous ceux qui, pour des raisons que je comprends très bien, sont contre la formation du gouvernement, et donc ça veut dire aurait préféré qu'on aille à de nouvelles élections, sont en train de nous dire tout ce qui ne va pas, c'est de sa faute. Alors que la vérité, ça fait au contraire des années que le laxisme est là, et que pour une fois, on essaye de faire un certain nombre de choses qui quelquefois sont bien. J'espère que ce ne sera pas on dit en hébreu des brial et dorot, mais je pense que ce qui se passe dans le Negev, c'est au moins la volonté qu'a ce gouvernement de faire quelque chose, de faire en sorte que ça ne soit pas le Far West total. C'était le Far West total pendant des années. Le fait qu'on n'en ait pas parlé, c'est parce que le gouvernement de Bibi n'avait pas intérêt à en parler et que l'opposition de gauche, comme elles sont pro-bédouines et pro-truc, n'en parlait pas non plus, ce qui fait que personne n'en parlait. Alors maintenant, ils en parlent. Maintenant la gauche en parle. Maintenant, en tout cas, tout le monde parle du problème du Negev, c'est déjà une bonne chose, et j'espère que les solutions qui vont être données vont être des solutions, finalement, le ministre de la Justice, un ministre qui sait exactement jusqu'où pas aller, enfin il a en tout cas une idéologie, même si il est entaché d'un anti-bibisme à tout craint qui me semble complètement extrémiste, mais malgré tout il a une idéologie. C'est un type qui a voté contre l'Eitnatkout, contre le délogement des juifs de Katif, contrairement à Bibi. C'est un type qui a comme Bennett d'ailleurs, et comme Shaked, et comme Kahana, etc., sont des gens qui, malgré tout, je ne dirais pas Lieberman, parce que Lieberman, à mon avis, il est là où on le pose. Il peut être aujourd'hui, il peut faire une déclaration d'extrême gauche et demain une déclaration d'extrême droite, ça ne le dérange absolument pas. C'est comme Lapide finalement, donc lui je le mettrai dans aucune case. Mais je suis encore persuadé, peut-être qu'on n'est pas d'accord là-dessus, je ne sais pas, que les dirigeants du parti de Sahar, avec toute la culpabilité qu'il a, lui personnellement, que le gouvernement de droite n'a pas pu se faire, malgré tout, je pense qu'il a une idéologie qui reste une idéologie de droite. Et j'ai confiance en lui pour l'instant, comme j'ai confiance de ce côté-là, comme j'ai confiance en Shaked et en Bennett, qu'on ne va pas livrer le Negev aux Arabes, on va essayer de restreindre le plus possible les dégâts. Et la même chose pour d'autres domaines, j'entends, je lis, c'est la fin de l'identité juive, il n'y a plus les autobus roulent le Shabbat, on peut mettre des films dans la rue. Ce sont des déclarations. Des déclarations. Mais d'accord, mais évidemment c'est des déclarations. Mais évidemment, ce sont des déclarations, mais quand la déclaration émane d'une ministre ou de député de la majorité qui peut faire voter des lois, pourquoi pas? Parce que Yamina a le droit de veto. Mais enfin, est-ce que vous les avez vus mettre un droit de veto depuis le début? Mais parce que personne n'a demandé qu'il n'y ait plus de Chabad dans les rues pour mettre des tefilines, contrairement à ce qu'on nous avait fait peur. Si, c'est ce qu'ils ont demandé dans Tel Aviv. Non, personne n'a demandé, c'est-à-dire personne au niveau, c'est pas passé à la Knesset, mais une proposition de loi. Pourquoi vous voulez faire un veto sur une déclaration de quelqu'un? Mais enfin, les déclarations, elles sont graves parce qu'elles envoient des signaux quand même. D'accord, mais enfin, elle n'est pas née hier, la bonne femme qui a fait cette déclaration. Ça fait des dizaines de fois qu'elle fait les mêmes déclarations. Tant que, moi personnellement, tant que ça ne rentre pas dans un projet de loi quelconque, tant qu'on continue à vivre le Shabbat comme on doit vivre le Shabbat, tant que... Vous savez, on vivait le Shabbat, les gens ont vécu le Shabbat aussi sous occupation et sous... Ouais, enfin, arrêtez. Non, mais je sais comment mes grands-parents ont vécu non, mais parce que ne comparons pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de loi. Sous l'occupation, il y a des lois anti-juives, anti-religieuses. Bien sûr, encore heureux qu'il n'y ait pas des lois anti-juives, mais encore, ça va peut-être arriver. Mais on ne sait jamais. Ça va peut-être arriver. Non, mais regardez. Là, il n'y a pas de fumée sans feu. Non, parce que regardez. C'est rigolo parce que c'est bien gentil, mais les gens, quand ils parlent dans les réseaux sociaux, ils disent pas
Encore heureux. Ils disent c'est arrivé. Rafkling. Ils disent on s'est fait avec nos enfants. Vous avez des analyses pointues sur la politique, sur la situation, même si elles ne sont pas les miennes. Je les respecte et vous avez l'impression que le pays est en train de... Mais vous avez pas l'impression. Mais peut-être, non, mais parce que par contre, là où je vous trouve, pardon, un peu naïf, oui. c'est quand justement on a affaire ici à des politiques, oui. d'accord, à des hommes politiques. Oui. Quand vous me parlez de la culpabilité de Sarr, qui n'existera pas probablement plus dans les prochaines élections, quand vous me parlez de Bennett et Chaked, qui vont avoir besoin, après cet épisode, d'exister politiquement, de continuer à vivre politiquement, d'accord? Ce qui ne va pas être évident, même si aujourd'hui ils sont toujours... Et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose de courageux dans leur manière de voir? Alors je trouve ça au contraire pas courageux du tout, parce qu'ils n'ont pas de base. Et il va leur falloir une base. Alors, et de la même manière qu'ils ont été capables de entre guillemets trahir, parce que je les traite, je vais pas dire que ce sont des traîtres, mais pour moi ils ont trahi leur idéologie, ils n'ont pas trahi le pays, ils ont trahi leurs électeurs, ils ont trahi leur idéologie en s'alliant avec des partis post-sionistes et anti-sionistes. Mais vous pensez vraiment qu'ils ont conscience aujourd'hui qu'à droite ils n'auront plus beaucoup de voix? Et Bennett a déjà commencé à aller draguer, à aller chercher une base au centre et à gauche. Et il va leur offrir le discours qu'ils veulent entendre. J'entends pas ça de Bennett. Moi j'ai vu, il y a quelques mois, au tout début, il y a eu un grand article dans un journal, dans un Moussaf de Shabbat, où il y a une grande interview de Bennett, où... Franchement, c'était pas un homme de droite. Je n'ai pas entendu Bennett dire quelque chose qui va dans le sens de la gauche, ni au niveau de la Hitchashvut et de Yehuda et Shomron, ni au niveau du statut religieux du pays. Je suis désolé, je n'ai pas entendu. Pour l'instant, il est Rosh Hashanah et pour l'instant, vous savez de quoi j'ai eu très peur, et là je l'ai dit à Kalfon en WhatsApp, lorsqu'il est parti faire sa première visite aux États-Unis. Et là, justement, je voulais qu'on en parle, c'est mon prochain sujet. Ça tombe bien. J'ai eu très peur à ce moment-là. Voilà quelqu'un qui n'a pas de force politique dans le pays, et tout le monde le sait, et évidemment Biden le sait plus que tout le monde, et il est en face d'une nouvelle administration américaine dont on connaît exactement les vues, et je me suis dit, je me suis rappelé qu'est-ce qui s'est passé entre Bibi et Obama la première fois qu'il a vu là-bas. Et je me suis dit, ça va être une catastrophe. Et j'ai dit à Kalfon, avant qu'il parte, je lui ai dit, regarde ce qui va se passer. Il va accepter le consulat américain pour les Palestiniens en plein Jérusalem, c'est sûr. Bravo. C'est sûr. Et deuxièmement, j'ai peur pour les Hitchashvut. Et il va arriver avec un plan de gel des implantations, etc. Lui, il m'a répondu, le pire, c'est en effet le gel pour les Hitchashvut. J'espère qu'il va rien céder de ce côté-là. Pour l'histoire de Jérusalem, je pense qu'il ne cédera pas. Et bon, il est parti, il est revenu. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas encore exactement tout ce qui s'est dit en sous-main et qu'on n'a pas exactement... on sait qu'on va avoir un consulat. Et que la pression américaine continue. Mais enfin, pour l'instant en tout cas, contrairement à ce qui s'était passé avec Bibi et Obama, il n'y a pas de gel de la Hitchashvut, ne serait-ce que d'une journée. Pour l'histoire de Jérusalem, il continue à se battre en disant tant que moi je serai là, il n'y aura pas de consulat américain. Je ne sais pas ce qu'il ici. Je n'ai pas entendu dire ça. Moi, j'ai entendu dire ça plusieurs reprises. Alors, je ne sais pas, c'est une sorte de bras de fer entre lui et Biden, je ne sais pas qui va gagner ou pas. Mais en tout cas, le fait même qu'il engage le combat là-dessus, c'est déjà pour moi une preuve que ce n'est pas un bonhomme qui a dit, tu sais quoi, je vais aller ratisser large du côté de la gauche. Non, par contre, le fait qu'il avait une politique de ni oui ni non, ni Bibi ni anti-Bibi pendant la campagne, ça aurait en effet pu, si Bibi avait été un petit peu plus intelligent que son ego l'a un petit peu aveuglé, il aurait dû comprendre que c'est le seul dans la classe politique qui était capable de prendre des voix de centre-gauche et de les amener à la coalition de droite que tout le monde voulait. Parce que dans les sondages, même quand il baissait dans les sondages... Bennett, vous dites Bennett. Parlez des voix de centre-gauche, Bennett. De centre-gauche. Parce que Bennett, il avait une sorte de base qui était plus ou moins, vous savez, les religieux de Ranana ou de Givat Shmuel, d'accord, et puis bon, d'autres qui étaient un peu plus light comme ça, voilà. Mais les vrais purs et durs, qu'on appelle les Khardalnikim, eux, ils sont allés avec Smotrich, etc. Donc Bennett, étant débarrassé, entre guillemets, de ces gens-là, et de leur rabbin et tout ça, il avait en effet un certain pouvoir pour pouvoir avoir au moins 2 ou 3
députés qui venaient en fait de l'électorat de Gantz et qui étaient un petit peu déçus en disant, quand il disait je vais ni là ni là, il avait une petite chance d'avoir, et dans les sondages, il était longtemps, même quand il est descendu, il est resté à 19, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et puis tout d'un coup, il y a eu ce truc où il a craqué, moi il m'a beaucoup déçu, où Bibi a tellement tapé dessus en disant il faut que tu prennes position, il faut que tu prennes position. Il a signé. Qu'il a signé devant la télé, etc. Le lendemain, j'ai regardé les sondages du lendemain après le truc, après le coup de théâtre, le lendemain, il a perdu 3 voix. Et c'est à peu près ce qu'il a eu à la fin. Et l'autre, Gantz, tout à coup, je ne sais pas si vous vous rappelez, il est monté de 6, il est monté de 6 à 9. C'est-à-dire que les 3 voix de centre-gauche sont passées de l'autre côté. Et Bibi s'est retrouvé avec 59. S'il n'avait pas tapé sur Bennett aussi fort pendant toute la campagne, comme s'il n'y avait que Bennett qui était son adversaire politique, Bennett serait arrivé, au lieu d'avoir 7, il aurait eu sans doute 9 ou 10, et il aurait eu son gouvernement. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, il faut essayer de réfléchir, non pas en fonction des égos des uns et des autres, mais au niveau réellement des capacités. Vous dites qu'il ratisse à gauche, c'est pas qu'il ratisse à gauche, c'est comme il a un langage qui est un peu plus modéré au niveau des relations entre l'État et la religion, par exemple. Alors il peut être suffisamment accepté ou attirant pour un certain nombre de publics traditionnels qui disent après tout pourquoi pas. Mais évidemment, ce qui s'est passé, c'est le contraire de ce que, à mon avis, Bibi a perdu les élections le soir où Bennett a signé ce qu'il a signé. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de la visite de Bennett aux États-Unis. Alors on l'a vu aussi aller chez Poutine en Russie. On est revenu, on a eu vraiment des éloges magnifiques. Lui, il l'a invité à prendre le café dans sa salle à manger personnelle. L'autre, la rencontre devait durer 2 heures, elle a duré 8 heures, ils sont tombés amoureux, etc. C'était magnifique, c'était extraordinaire. Sauf qu'on a l'impression que le résultat aujourd'hui, c'est qu'Israël est très isolé sur la scène internationale. Les États-Unis, avec l'Iran, ils vont faire leur accord, ils s'en fichent un petit peu de ce qu'on pense et ils nous laissent gérer ça tout seuls si jamais il y a quelque chose à gérer. Ils ont clairement fait passer le message qu'ils ne nous aideraient pas, en tout cas qu'ils n'interviendront pas pour nous. La Russie ne cache pas son soutien à l'Iran, même s'il nous laisse en Syrie, par-ci par-là, faire nos petites attaques ponctuelles. On est pas plus qu'avant. À part l'administration américaine qui a changé, quel que soit le bonhomme qui aurait été à la tête d'Israël, il aurait eu les mêmes pressions américaines à essayer de contrer. Et donc, ok, il est dans une situation. Évidemment, j'aurais préféré que Bennett se trouve en face de Trump. Alors, justement, parce que je suis pas une bibiste acharnée, je suis de droite. Aujourd'hui, c'est Bibi. Bibi, il a un bilan. Il a quand même un bilan. Qui est assez, pour moi, extraordinaire dans les sujets, dans les domaines qui m'intéressent. Par exemple, dans celui d'avoir réussi à rendre obsolète la cause palestinienne, parce que tant qu'il était là, elle n'existait plus, elle n'intéressait plus personne. La preuve, c'est aussi qu'on a fait les accords d'Abraham avec des pays dont on n'avait jamais imaginé. On continue à en faire, elle n'intéresse toujours plus personne. Là aussi, rien n'a changé. Mais par contre, Israël leur donne plus d'importance. Et Israël leur donne quelques... Je n'ai pas la même lecture que vous. Je ne vois pas qu'un ministre de l'Agriculture, je ne sais plus de quel ministre... Non, c'est Gantz qui est allé en premier. Ou Gantz qui est allé le voir. Et le ministre de la Santé. Gantz est le chef de l'autorité palestinienne. Ils ont des intérêts ensemble, ce qui se passe en ce moment, pour faire que la police palestinienne elle agisse comme ci ou elle agisse comme ça. Je n'ai pas vu que sur le plan politique, il y a un geste pour l'instant. Je ne veux pas être naïf. Mais enfin, vous voyez bien que depuis que cette coalition est en place, on reparle de 2 pays pour 2 peuples. Je ne sais pas qui reparle. Mais comment ça, qui reparle? Tout le monde. Non, tout le monde. Le chef du gouvernement n'en reparle pas. Les États-Unis ont toujours parlé, même à l'époque de Trump, en fait, la vérité, ils en parlaient. Donc il n'y a pas de... Évidemment que le gouvernement Biden, il va parler de 2 États, évidemment, et il est pas... C'est pas... Mais sauf qu'aujourd'hui, on a à la tête du pays des gens qui sont d'accord avec ça. Mais pas du tout. Lapid, il est d'accord avec ça. Mais Lapid, peut-être, pour ça que je Avoda, ils sont d'accord avec ça. Meretz, ils sont d'accord avec ça. C'est quand même la majorité. Parce que, vous êtes gentils, mais Bennett et Shaked, ils représentent quand même 6 personnes. J'ai commencé à dire que je suis très inquiet du jour où c'est Lapid qui prendra le pouvoir. Je suis très inquiet. Mais vous ne pensez pas qu'il est au pouvoir déjà? Non, je ne pense pas qu'il est au pouvoir déjà. Je pense que la coalition telle qu'elle est en ce moment, avec à sa tête le chef de Yemina, est une coalition qui est à même et que le prouve, à mon avis, qui le prouve tous les jours, de mettre un frein
aux pressions américaines, en tout cas d'essayer de le faire de la meilleure manière possible. Je vous rappelle que même quand ce n'était pas Bennett, quand c'était Bibi ou quand c'était d'autres, Sharon ou le maire, etc., à un certain moment, quelquefois les pressions américaines étaient tellement fortes qu'on a été obligé de céder là ou ici, et que quelquefois, au contraire, on a réussi à s'imposer. Ce n'est pas une politique du tout ou rien. Et je pense qu'ici aussi, ce n'est pas une politique du tout. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas vu de choses dramatiques vers la solution de deux États pour deux pays. Je n'ai pas vu que quelque chose soit passé de ce côté-là. Et quant aux accords d'Abraham, je ne sais pas, il est allé récemment à Abu Dhabi, il est allé récemment, je ne sais pas où. Ça continue à se faire à peu près de la même manière, grâce à Bibi. Grâce à Bibi, certainement, mais ça continue à se faire sur la lancée. Et rien, parce que vous savez, la géopolitique, ça ne dépend pas d'un homme. Et je crois que là aussi, si les gens regardaient avec un petit peu plus de perspective historique, les débats seraient moins houleux et moins extrêmes et moins tendus. La géopolitique, les pays qui ont signé les accords d'Abraham, ce n'est pas pour faire plaisir à Bibi. Bien sûr que non. C'était parce que c'était dans leurs intérêts d'être alliés d'Israël. Cet intérêt-là n'a pas changé. Mais l'intérêt, il est venu après 12 ans. Oui, non, mais je suis le dernier à mettre. Évidemment que c'est grâce à Bibi qui a su les amener, etc., et leur montrer que c'était leur intérêt. Mais l'intérêt existe. Et l'intérêt ne dépend pas donc de tel ou tel bonhomme qui va maintenant être au pouvoir. C'est pour ça que je dis il faut arrêter de dramatiser chaque chose. Alors, quelquefois, il y a un ministre antisioniste ou asioniste qui fait une déclaration horrible, qui sont insupportables à mes oreilles, ça passe à autre chose. Il n'y a pas eu de projet de loi, il n'y a pas eu de décision gouvernementale, il n'y a rien qui s'est passé sur le terrain. Calme-toi. Il y a les bus, moi j'habite à Nizivot, je ne vois pas les bus rouler Shabbat plus qu'avant. Il y a pas. Donc finalement, il ne se passe rien pour vous. Il n'y a rien à changer. Il se passe rien de. Rien à changer. Il ne se passe rien de gravissime par rapport à ce qu'on aurait pu craindre, parce que je ne vous dis pas que je n'ai pas dormi de la nuit aussi lorsque ce gouvernement a été formé. Je n'ai pas dormi la nuit, je me dis, qu'est-ce qui va se passer, qui aura le dernier mot dans ces tensions qui ne manqueront pas. Et je m'aperçois que pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien de dramatique. Au contraire, il y a plein de choses positives qui ont été faites également, il faut le dire aussi. Dites-moi. Pas seulement au niveau... Ça m'intéresse. Comment Mais quoi? Par exemple, le fait que lorsqu'il y a un terrain avec une itnachalout qui est en litige, on n'envoie pas tout de suite les bulldozers, même si Gantz il aurait bien voulu le faire. Mais il y a un type qui était là qui a dit non, on va faire des accords, et puis on est arrivé avec des accords avec des gens comme Daniela Weiss, qui est une passionnariat de la Hitchwood, et qui a dit bon, ok, très bien, on va se retirer, on va mettre l'armée, on attend toujours que la Yeshiva vienne, j'espère qu'elle viendra, mais en tout cas. Pourtant, ça y est, il y a eu des études. Je fais juste un petit point. Donc là, on parle donc j'espère que d'ici quelques... C'était Itamar. Oui. Itamar, où il y avait donc une... Eviatar, où il y avait une Hitchwood, où effectivement, on leur a dit qu'ils devaient partir, mais qu'on allait étudier le cas et que s'il y avait pas le sol. À qui appartenait le sol? S'il n'y a pas de demande palestinienne personnalisée, alors à ce moment-là, on pourrait faire un truc militaire et ensuite une yeshiva. Et ensuite, exactement. On attend que ça se fasse. Non, ça y est, on a les résultats. Alors, okay, le sol est à nous, sauf qu'il ne se passe rien. Alors vous pensez qu'il ne se passera rien, et moi je pense que ça se passera. Et qu'il faut donner le temps et que ça se passera. On est là depuis 6 mois seulement. Alors on reverra. En tout cas, dans d'autres temps, on aurait envoyé les trucs sans aucun état d'âme et on aurait dit, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est légitime. Voilà, peut-être. Je vous l'accorde. Dernier sujet avant qu'on se quitte, parce qu'on pourrait passer comme ça plusieurs heures, mais il va falloir un moment qu'on se quitte. Alors, on a vu, pour toutes les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas plus inquiet que ça de cette coalition et de ce qu'elle fait, de son action. Pour la démocratie d'Israël, ça vous inspire quoi, ce qui est en train de se passer? C'est les précédents qui n'auraient pas dû être. C'est les précédents qui n'auraient pas dû être. Demain, d'autres élections, un parti de 4 ou 5 membres peut faire chanter tout le monde. C'est des choses qu'on n'avait pas imaginées. Politique fiction. On imagine, est-ce qu'on peut imaginer? Et c'est là où ça devient pour moi dramatique, et c'était là la ligne rouge à ne pas franchir, surtout dans ces conditions-là. Politique fiction, si Bennett a pu devenir Premier ministre pourquoi pas demain, avec Simanta, pourquoi pas demain Raham, n'importe qui d'autre. Abbas. Sauf que... Mansour Abbas. Non, théoriquement vous avez raison. Abbas ou quelqu'un d'autre. Ou Tibi, Ahmed Tibi. Sauf que malgré tout, le public est quand même... à majorité à droite, et que ça puisse passer. Pourquoi ça puisse passer? Parce qu'un grand parti, moyen parti, le parti de Lapid, a décidé de renoncer à briguer le poste de Premier ministre, voyant bien qu'il n'avait pas la possibilité, si lui il avait assisté, de faire un gouvernement. Ce n'est pas une situation qui se reproduira facilement.
que quelqu'un renonce à être Premier ministre, en tout cas être le premier Premier ministre de la rotation, juste parce que... mais là aussi, je vous trouve bien optimiste et c'est très bien. Mais moi, j'imagine très bien des prochaines élections où, effectivement, on se retrouve encore une fois dans la même situation, c'est-à-dire Bibi à la tête toujours du Likoud, parce qu'il a toujours pas cédé la place. Il n'obtient pas les 45 mandats qu'il voudrait, il en obtient toujours 35-36, il a les religieux, et c'est pareil, et on retombe dans le même... Et de l'autre côté, on se dit, bah attends, moi j'ai une fenêtre là, donc vous voulez qu'on reste une coalition, ça m'inquiète beaucoup, d'ailleurs j'ai commencé à dire ça. C'est une possibilité. C'est une possibilité, c'est une éventualité qui à mon avis est très théorique. Je ne pense pas, encore une fois, je ne pense pas qu'on retrouvera la même constellation où un parti de 20 ou 25 députés cédera la place. Et donc, je ne pense pas que ça arrivera. Et surtout pas un parti islamiste, quoi. Et les partis qui sont de centre, là aussi, on a une tendance, quand on est à droite, à penser que tous ceux qui ne sont pas exactement dans la même ligne que nous sont tous des islamistes. Non, ils ne sont pas tous islamistes. Il y a les islamistes, il y a les antisionistes de Meretz, et puis, on l'a dit tout à l'heure, il y a la Voda qui est encore une gauche plus ou moins classique, et puis il y a les partis de centre qui n'iront pas mettre Abbas à la tête du pays. Donc là aussi, c'est une manière, théoriquement, vous avez raison, dans la pratique, ça ne se fera jamais. Et de présenter ça comme quelque chose qui pourrait être possible, ça participe à cette anxiété qui devient, au fur et à mesure que ça se dit et répète, ça devient de la panique. Et vous savez, la panique, lorsqu'elle est trop développée, et quand elle est trop affichée, et quand elle devient non pas l'apanage d'une frange extrême de la population, mais qui occupe la place centrale dans les débats, c'est quelque chose qui est très mauvais pour la démocratie. La démocratie devrait d'abord savoir comment discuter, mettre les choses dans les perspectives. Encore une fois, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas ne pas pointer du doigt ce qui ne va pas dans ce camp ou dans l'autre, mais il faut arrêter de diaboliser l'adversaire. On a tellement souffert de ça. Bibi a souffert de ça pendant les années où il était au pouvoir. Et il continue à souffrir de ça encore aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'on fasse la même chose maintenant de l'autre côté. Il n'y a pas de raison. Et ce n'est pas parce que ça s'est fait de ce côté-là que ça peut se faire de l'autre côté et que c'est légitime. Il faut dédramatiser tout ça. Ce n'est pas normal que des politiciens ne puissent pas se balader sans être obligatoirement protégés par... j'ai appris que même Abbas, maintenant, ils lui mettent des flics autour. Oui. Donc c'est partout. C'est-à-dire les populations arabes qui voient que Abbas fricote avec le gouvernement sont remontés contre lui. Comme nous, on est remontés contre lui. Oui, je ne crois pas. Moi, je crois qu'ils sont très contents pas tous. De leurs représentants. Non, pas tous. Il y a là-bas des fous extrêmes comme il y a chez nous. Il y a des gens qui sont remontés contre lui parce qu'il a osé collaborer avec l'ennemi. Voilà. Et tout ça fait que tout prend des proportions incroyablement dramatiques. Et je pense que c'est pas bon pour nous, Ça crée un climat de panique qui fait que les gens finalement se disent à quoi ça sert tout ça ? Et tout ça va à la dérive et finalement c'est des efforts qu'on a fait depuis 70 ans, ça sert à rien. Et ce nihilisme me fait peur, quelquefois même, plus que la situation actuelle. Très bien. Écoutez, j'aurai encore beaucoup de choses et beaucoup de sujets à discuter avec vous. Peut-être que vous reviendrez. Avec plaisir, c'était très sympathique. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, Rav Kling, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour cet échange entre nous, soit dit. Merci à vous, téléspectateurs de Tandem TV, de nous avoir suivis. À très vite avec un nouvel invité, un nouveau dialogue, un nouvel échange. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci, au revoir.